Mon idée, elle m'est venue le jour où j'ai compris que le SEO était mort et qu'il fallait passer au GEO. Et 3 mois plus tard, on fait 80 000 € de CA en vendant des chaussures. Donc on était très très content. Premier projet d'année, écrire un livre. Écrire un livre. Écrire un livre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? J'ai commencé à me dire, putain, en plus c'est une école payante, donc t'es là, tu payes, tu te dis, j'écris un livre. Est-ce que dans les grandes lignes, ce serait assez pour, je sais pas, payer un an de master HEC par exemple? Ah oui, ça pourrait largement le faire. Ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Pitch Me If You Can. Aujourd'hui, on reçoit Robin Potini. Ouais, Robin. Trop fort. Merci beaucoup d'être là, Robin. Bah, merci à vous pour l'invitation. On est ravis de t'accueillir sur le podcast. Pour la petite histoire, Robin, il est avec nous dans le master HECX Entrepreneur. Et aujourd'hui, on est un mercredi pluvieux et il a accepté de venir tourner à Jouy-en-Josas. Donc, c'est génial que tu sois là. Un grand merci à lui. Ouais, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Ça Avant fait de plaisir. commencer, on a un petit jeu pour toi. Ouais, pour commencer, pour que les gens te découvrent un peu, c'est un texte à trous donc, que tu vas lire et répondre pour te présenter un petit peu. Donc, C'est ce que je vois là. Bah, on va commencer alors. Je m'appelle Robin, je suis fondateur de Sparkles, Overcop et Refine. Mon idée, elle m'est venue le jour où j'ai compris que le SEO était mort et qu'il fallait passer au GEO. Au début, personne n'y croyait, sauf ma mère. Ma mère, elle y croit toujours. C'est pas forcément la bonne chose, mais elle y croit toujours. En 3 mots, je dirais que je suis... j'aime prendre des risques, j'aime créer et j'aime l'humain. Ma capacité exceptionnelle, c'est de voir les gens, de créer des relations, de créer du contact et de construire de grandes choses. Ça en fait des qualités. En tout cas, j'espère. Ah oui, il faut. Mon expression préférée, c'est, j'en ai 2, je dirais ship fast, donc faut toujours envoyer la productivité. Et il y a un petit peu de fake it until you make it aussi, très mentalité américaine, on veut que ce soit fait. c'est un fake it until you make it. Voilà, c'est ça, c'est toujours. Connor. Mon premier job, c'était... moi, j'ai préparé des commandes à Leclerc. Ok, Donc voilà, en petit taf étudiant, c'était cool. inédit. L'entrepreneuriat, c'est cool, mais le golf, c'est mieux. C'est encore plus dur, mais c'est mieux. Ma mentalité, 80-20, je dirais 80% de taf, 20% de kiff, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'on taffe pour des choses, on taffe pour vivre des émotions et pour créer des souvenirs. Donc il faut vraiment jamais l'oublier, ces 20%, qui peuvent en prendre plus plus tard. Et si je devais pitcher ma boîte en une phrase, le SEO est mort, venez chez nous, Refine, c'est pour le GEO. Pas mal. Solide. Le one-liner bien accrocheur comme il faut. On a essayé en tout cas. Trop bien. Tu nous as cité plein de boîtes là, Refine, Sparkle, etc. Mais j'imagine qu'elles ne se sont pas toutes créées en même temps. Est-ce qu'on peut savoir qui était l'enfant Robin? Est-ce que c'était un peu un troubadour? Un troubadour. Non, l'enfant Robin, il était très côté intello avec les lunettes, toujours. Maternelle, c'était le gamin avec le scotch sur l'œil qui changeait tous les jours. Moi donc, aussi, voilà, c'est moi ça. aussi. On est ensemble. Je sais que les deux weirdos de c'est la maternelle. C'est ça. Avec les petits autocollants sur l'œil. Ah et ouais, tout. exactement. Les Les pirates et tout. Trop fort. Et après, côté lycée, plus compliqué. Moi, j'ai eu du mal à avoir mon bac. J'ai pris beaucoup de cours de soutien. Beaucoup d'heures en plus après les cours, d'aller faire 2 heures d'études pour bosser les matières. J'ai obtenu mon bac d'ailleurs, donc ça c'était Bac pas facile. S, Bac ES, c'était pas forcément facile parce que j'arrivais pas avec l'école. Ok. Je dis pas que l'école c'est pas bien, il faut jamais dire ça. L'école c'est trop bien, mais c'est juste que moi j'avais du mal avec comment étaient enseignées les choses et comment avoir de bonnes notes. Parce que ça t'intéressait pas, tu trouvais ça décorrélé un peu de... Bah, je trouvais pas un truc qui m'intéressait assez pour donner du temps et vraiment faire des choses dans les matières. Donc je pense que je l'ai appris après en études supérieures, mais à l'école vraiment j'avais du mal. Ok. Et d'ailleurs par rapport à ça, je pense qu'on peut digresser sur ça. Moi je me suis fait accompagner par une super boîte qui a fait l'orientation et qui a fait mon orientation, et c'est aussi pour ça que je suis à HEC aujourd'hui. C'est que l'idée c'était de faire une école d'info, ça a changé, et ensuite d'obtenir un master parce que je voulais entreprendre, j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu créer des choses. Et je me suis fait accompagner dans ça, et on a fait une période où on s'est dit ok, bah on va faire 5 ans d'ingé et ensuite passer les concours et maintenant être à HEC. Parce que du coup, si je récapitule, t'es au lycée, un peu compliqué. Ouais. T'arrives, tu passes ton bac ES avec une mention. Pas de mention. Pas de mention. Pas de mention. 10,81, Elle est t'as loin, la la mention. mention. Rattrapage. Ric-rac. C'est tout. Donc tu passes ric-rac. Là, tu te fais accompagner. Ouais. Tu fais une école d'info. Ouais. 5 ans d'info. C'est Donc ça.
2 ans de prépa et Prépa intégrée, ouais. prépa intégrée, tu fais tes 5 ans, Ouais, et de là, tu te dis, je rejoins un master. c'est ça. C'était HEC ou rien ou... Non, c'était pas HEC ou rien, c'était faut avoir une des 3 grosses écoles, donc j'ai postulé ESCP, ESSEC et HEC, donc les 3 masters entrepreneuriat. Au final, j'ai eu les 3, donc Bravo. Félicitations, Ouais. monsieur. Passe de 10 au bac à Voilà, c'est ça. mis Donc, dans le top 3. on était contents, on a rendu fier tout le monde, on s'est rendu fier tout seul. Donc ça fait vraiment du bien, et au final, j'ai choisi HEC parce que c'était le programme qui me paraissait le plus cohérent. C'était important ça, se rendre fier. Ouais. Rejoindre une des top 3, c'était Ouais, carrément. un peu prouver que... Ouais, il faut montrer quand même que tu sais faire, que c'était pas si con que ça. Il y a un vrai truc aussi, quand t'es nul à l'école, parce que je l'étais, c'est t'as l'impression d'être nul et tu vas jamais réussir ta vie. Pour autant, ça ne te définit pas. L'école, c'est trop bien, on apprend beaucoup de choses, mais ça ne te définit pas dans la vie. Donc pour moi, il fallait une petite revanche, entre guillemets. Il y a un peu une part de revanche, en tout cas, sur ça. Un boost de confiance C'est et de l'avoir sur le CV, enfin, c'est vrai que c'est toujours carrément. encourageant. Et juste, tu nous parles d'infos, pour revenir sur ça rapidement, moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire en Bah, deux mots ce que c'est l'info? Moi, mon école d'informatique, du coup, c'est hyper généraliste. Donc on a fait du dev, on a fait du marketing, du design. On a été touché à tous les pans. Et en fait, l'école, elle a pour but de former, entre guillemets, des chefs d'entreprise. Donc quelqu'un qui s'est un peu touché à tout, mais sans tout faire, enfin sans faire un truc spécialisé. Ou alors des project managers. Et c'est le programme que j'ai suivi. Et c'était vraiment très cool. Et première année, d'ailleurs, petite anecdote, je vous raconte. On arrive en école d'info, donc je me suis dit, bon, bah, on va sortir les ordi, on va coder. Premier projet de l'année, écrire un livre. Écrire un livre. Écrire un livre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? J'ai commencé à me dire, putain, en plus, c'est une école payante, donc t'es là, tu payes, tu te dis, oh, j'écris un livre. Au final, une semaine, on a écrit un super livre, on a compris pourquoi est-ce qu'il nous avait fait faire ça. Donc, d'avoir une équipe, de chacun gérer les rôles, gérer le temps, gérer le pitch après du livre pour que les gens ils l'achètent ou pas. Gérer l'édition, la vente. Donc c'était trop bien et c'est hyper formateur dans mon parcours à moi, cette semaine d'écriture d'un livre. Il est sorti ce livre? On peut le retrouver? Il est pas sorti malheureusement. Et Un code promo. heureusement qu'il est pas sorti parce que franchement le niveau de français était pas là. On peut avoir le titre juste pour rire 2 minutes. Je crois que c'était comment l'IA va tous nous remplacer. Ah, donc t'étais déjà précurseur dans ça. déjà. À l'époque, parce qu'on nous disait à l'époque l'IA c'est pas vrai, c'est pas vraiment de l'IA, ça réfléchit pas. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était encore beaucoup plus Démocratisé. ouais. C'était vraiment tricky. C'était un truc où les gens allaient pas trop, ou alors quand ils y allaient, on savait pas trop ce qu'ils faisaient. Un peu shady, le Voilà. business sombre. Ok. Donc maintenant c'est plus le cas et le livre peut-être qu'il ferait best-seller, hein, je sais pas. Et à part écrire un bouquin, je crois que tu as lancé un business dans les baskets. Ouais, exactement. C'était en 2e ou 3e année. L'histoire elle est un peu folle de pourquoi on a lancé ça, c'est que j'ai quelqu'un que je connais pas qui fait une story qui dit j'aimerais lancer un business, j'aimerais faire un site internet et il y a une personne que je connais qui m'envoie le lien du site, le lien de la story, et il me dit ah tiens, il cherche quelqu'un pour faire un site. Moi à l'époque je savais faire des sites, je commence à parler avec ce gars, je lui dis bah non mec, là tu pars sur un truc, tu vas trop te faire chier, ça va être trop compliqué, etc. On parle, au final on s'associe. Un mois plus tard, on sort le site, on trouve des fonds, on va chercher le stock, etc. Et 3 mois plus tard, on fait 80 000 € de CA en vendant des chaussures. Donc on était très très contents. Wow. Super aventure entrepreneuriale, on était 2. Et on a pris quelques stagiaires, on a été rejoint par un 3e gars. Et nous, notre concept, c'était de dire les paires de chaussures qu'on met sur le site, on les a pas forcément. Par contre, dès qu'il y a la commande et la notif Shopify qui va arriver, on va la chercher, on va te la trouver et te l'envoyer dans les 5 à 7 jours. Et comment on faisait ça? C'est que tous les matins, on allait sur le site d'un concurrent, on prenait toutes les chaussures qu'ils avaient, on enlevait 10% du prix, donc c'était plus facile pour nous de vendre. Et après, on avait fait une plateforme où les gens qui ont des baskets nous proposaient les chaussures. Et donc avec ça, on pouvait chercher. Et l'avantage, c'est qu'après une commande, en 1 à 2 heures, on pouvait trouver la paire et puis la récupérer et puis l'emballer et l'envoyer. Donc ça marchait un peu en 2 façons. Tu avais le site vitrine où tu vendais. Exactement. Et une fois que tu avais une commande, dans ce cas-là, tu avais ton autre plateforme où les gens te disaient ah j'ai telle chaussure, j'ai telle chaussure, et là vous alliez un petit peu rechercher dans un second temps pour envoyer. Et comme ça, on s'emmerdait pas à avoir beaucoup de fonds bloqués à acheter des paires que les gens voudraient pas. Ouais. Et c'était ça qu'on voulait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent en lançant ça. Donc on s'est dit on va faire le truc le plus simple possible. Et donc de se dire bah voilà, si la personne n'a pas sa commande, on va trouver et on va faire en sorte de lui avoir dans les quelques heures et pouvoir le renvoyer par la suite. Parce que quand tu lances ça, t'as quoi? T'as 21, 22 ans, t'es en école d'info. Ouais, c'est ça. 21, 22 ans. Ouais. Du coup, tu lances ça avec ton pote, la personne que tu ne connais pas. Qui est devenu un très bon pote maintenant. Ouais, bah on lui fait un bisou. Ouais, voilà. Bon bisou, Victor. J'espère qu'il écoutera le podcast. J'espère aussi.
Et vous lancez, et tu me dis, on a des sponsors, on se fait donner écoute, de l'argent, ça se passe comment? Parce qu'à 21, 22 ans, se faire prêter de l'argent, c'est quand même... Mais surtout 80 000 € à cet âge-là, enfin, moi je faisais des babysitting quoi. Ah bah écoute, Vraiment. voilà, chacun fait son bout de chemin. Les sponsors de base, c'est pas compliqué, hein, on va dire français, c'est les parents. Les parents de base, voilà, on leur dit, écoutez, veut faire un projet, on a besoin d'argent. Donc soit les parents ils disent, bah fais un crédit à la banque et ils vont t'accompagner, soit ils prêtent de l'argent. Là, en l'occurrence, on s'était fait prêter de l'argent qu'on a rendu ensuite. Et on avait été ensuite chercher, on a fait un partenariat avec une app qui s'appelait Sneaky Spy. Et eux, ils cherchaient des paires sur les marchés. Et c'est comme ça qu'on a amené des clients. Ils nous ont pas filé de fonds, mais ils nous ont vraiment aidé dans comment on a boosté la marque. Développement. Voilà. Et juste d'un point de vue technique, parce que du coup, vous n'avez pas les paires à partir du moment où vous les vendez. On en a quelques-unes. Enfin, on a un petit stock avec Ouais. les basiques, mais quand quelqu'un va chercher un truc un peu exotique, on l'avait pas forcément. Et j'imagine, t'as un client qui te demande 7 paires absolument introuvables, il en existe 2 exemplaires. Comment tu te débrouilles pour la trouver? Et si jamais tu la trouves pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, si jamais on la trouve pas, c'est pas compliqué. On lui dit, clairement. On lui dit, écoute, ta paire, on l'a pas trouvée en le temps dont on avait prévu. Soit on rentre on faisait un espèce de process VIP. Si les mecs, ils commandaient une paire qu'on était sûr de pas avoir, on disait, voilà, écoute, ta paire, tu l'auras pas en tant de temps. Par contre, on l'aura dans cette deadline-là avec un prix un peu inférieur. Donc le mec, ça l'arrangeait. Et en plus, il sentait qu'il y avait un humain derrière. C'était pas juste une commande sur un site. Donc l'idée, c'était de trouver la paire quoi qu'il arrive. Honnêtement, on n'a pas eu de clients, on n'a pas du tout trouvé la paire. Même s'il a fallu mettre le prix, on les a trouvés. Pas mal, dingue Donc déjà. c'était cool. Après, là où on était intelligent, entre guillemets, c'est qu'on a listé des choses qu'on savait pouvoir trouver, même si c'était un peu chiant. Il y a des paires qui étaient un peu chères. Je crois qu'il y a des paires à l'époque. C'était vraiment le moment de la hype. Il y avait des paires qu'on vendait 600, 700 balles. Oh wow. Donc fallait la trouver moins chère, prendre ta marge, et ensuite pouvoir la renvoyer. Et ça, c'était compliqué. Mais quand c'était des clients ou c'était des paires compliquées, on arrivait toujours à faire en sorte de soit lui envoyer un message et lui dire, écoute, là on l'a pas sous la main, on va faire en sorte de la trouver. Et le mec, il aimait bien aussi le côté où un humain allait se faire chier entre guillemets pour lui et allait chercher jusqu'au bout pour que sa commande elle soit honorée. Ça, c'est que tu t'es donné, en fait, t'as ratissé tout le web Voilà, pour c'est essayer ça. de trouver sa paire, et donc tu Tout peux pas pareil. vraiment t'en C'est vouloir. ça, c'est ça. Et même lui, en fait, s'il l'a commandé chez nous, c'est qu'il l'avait pas trouvé de base. Ouais. Donc nous, on faisait la démarche pour lui. Et au pire, si vraiment on ne trouvait pas, on le remboursait, Ouais. aucun souci. Et même, on avait des avis clients sur le site qui disaient, voilà, on n'a pas réussi à trouver la paire. Par contre, très bon support, très bonne réactivité. Et on était trop contents de ça. Même Trop si on bien. n'avait pas pu trouver la paire. Parce Certes, que c'était on- un peu l'époque de toutes les rafles, C'est ça, ouais. toute la hype sneakers. Donc je suppose que Kicks, en fonction de la cote, tu devais mettre une marge plus ou moins C'est importante. ça. Ah bah, moi, pour vous expliquer un coup qu'on a fait, là, on a vendu beaucoup de paires. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'année où le film Barbie est sorti. Ouais. Ah, c'était Et il donc- y a pas si longtemps que ça. Non, hein. c'était il y a pas si 3 ans. Ah, ouais, ça doit être ça. Mm. Et du coup, après le film Barbie, énorme explosion des demandes sur les paires de Dunk roses. Mhm. Énorme. Et donc nous, les Dunk roses, on en avait quelques-unes, on en avait acheté, sauf que les prix, ils ont explosé. Juste avec un film. Et donc on faisait encore plus de marge sur ces paires-là, et en plus on en avait. Par contre, il y a eu une espèce de petite pénurie pendant un temps des paires roses à trouver en magasin. C'est quoi la paire la plus chère que t'as vendue? La paire la plus chère qu'on ait vendue, c'était une Travis Scott, je sais plus quel modèle. C'était une Jordan 1 Travis Scott, et je crois qu'on l'avait vendue genre 2100 €. Oh wow. Et Et sur ça- une paire comme ça, tu touches une marge de combien? à peu près En vrai, ça dépend. Je pense que la Travis, quand on l'avait vendue, on avait bien fait 1000 balles de bénéf. Ah ouais, pas Mais mal. c'est rare. Et parce qu'on l'avait déjà. Et on l'avait acheté avant. Il avait commandé la taille qu'on avait, etc. Sinon, je t'aurais dit, sur une paire comme ça, tu te fais à peine, je pense que tu te fais à peine 200 € de marge. Ok. Donc, tu peux dire que ça vaut pas le coup de dépenser 2000 pour prendre que 200 de marge. Hmm. Mais l'avantage aussi, c'est ça que je donnerais comme conseil, c'est faut toujours avoir un client avant de lancer un truc. Et nous, c'était le cas parce que le mec, il avait déjà commandé la paire, donc il la voulait. Ouais. Trop bien, hyper intéressant. Tu nous parles. T'étais un fan de sneakers, toi, de base, ou c'est Un peu, juste un le petit business peu, qui est arrivé? un petit peu, Je ouais. vois là, les chaussures, elles sont soin. Ouais, un petit peu. Bah, en fait, moi, c'était du perso. Après, moi, j'ai toujours eu du mal à mettre plus de 200 € dans des chaussures. Ouais. Mais quand tu kiffes et quand c'est côté collection, t'adores. Donc, ouais, un peu côté sneakers. Et puis aussi un petit peu côté business à l'époque, en particulier de revente de chaussures. Ok, parce qu'on se pose souvent la question, est-ce qu'il faut lancer un business dans quelque chose qu'on aime, une passion, un hobby, quelque chose vraiment qui nous intéresse, ou alors est-ce que c'est vraiment l'opportunité business qui amène cette passion en fait, qu'est-ce qui précède l'autre? Bah, en vrai, je te dirais qu'il n'y a pas de recette magique et je pense qu'il faut juste te dire que si tu te lances dans un truc, il faut être prêt à bouffer de la doc. Ouais. Bouffer de la doc, ça peut être n'importe quoi. Si par exemple demain je lance un commerce de pulls,
va falloir que je lise tout ce que je peux connaître sur les pulls, même si je les connaissais pas avant. Ouais. Et pour moi, c'est toujours bien d'avoir un regard critique sur ce que tu vas faire. Si je lance maintenant un truc sur un truc que j'aime bien, les montres ou le golf, je serais trop dans la niche et j'aurais potentiellement des biais qui font que du coup je suis pas vraiment calé dessus. Alors que si un de vous deux venait, me dirait plus objectivement, ah mais tiens, je connais pas le golf, mais dans ça il y a ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette magique, c'est en fonction de comment tu te sens toi. Mais il peut y avoir un intérêt à pas connaître le business de base. Ouais. C'est Ok. la curiosité en fait que tu développes Bien sûr. pour un C'est sujet ça. qui n'est pas forcément ton sujet de prédilection à la Et base. quand c'est un projet que tu portes, tu auras encore plus envie de développer ta curiosité. Ok, trop cool. Carrément. Donc là, tu nous as parlé de Overcop, Ouais. mais tu as fait plein d'autres projets Ouais. d'aventure à côté. Est-ce que ces 80 000 de CA dont tu nous parlais, Ouais. ils t'ont servi à financer le 4L Trophy que tu as fait un petit peu récemment? Alors non, le 4L Trophy, il a été financé par les sponsors, et c'est ça qui est trop cool avec le 4L Trophy. Donc je rappelle pour tout le monde, le 4L Trophy, c'est une aventure où tu pars à deux avec une 4L. Une 4L, c'est une Renault, une vieille voiture française, où le but c'est de rallier Biarritz à Marrakech avec cette voiture, en ramenant des denrées alimentaires et des équipements sportifs pour les enfants. Donc le concept, c'est qu'il y a, je crois que cette année, il y avait 1200 équipages, donc 1200 4L. Ah oui, c'est un gros event. C'est énorme, Wow. c'est énorme et ça fait 20 ans. Là, ce sera les 30 ans en 2027. Donc nous, c'était les 26 ans, 27 ans du 4L Trophy. Et c'est un gros truc. Ils ramènent beaucoup de denrées alimentaires et ils font aussi des dons. Parce qu'en participant à la cagnotte, tu fais des dons à l'assaut. Et ça, c'était trop bien. Donc comment ça se passe? Tu achètes une voiture. Donc déjà, il faut des fonds pour acheter une voiture parce qu'une 4L maintenant, ça coûte très cher. À savoir que nous, notre 4L, elle coûtait 7 000 €. Ok. Donc si tu prends comme rapport, la cote, elle a explosé depuis le 4L Trophy. Donc tu as 7 000 €. Ensuite, tu prévois... Faut la retaper un peu, je suppose. T'as un petit peu, voilà, tu la retapes un petit peu, tu refais 2-3 trucs. Nous, on a mis des lumières en plus. À l'arrière, on avait réaménagé un lit, etc. Donc, c'est un petit peu de taf et un peu de temps. La Et après, folie. ah ouais, la Ça folie. va être Il faisait horrible. super froid dans le désert. La nuit, t'avais des -2, -3. C'était quelque chose. Et après, en gros, t'as l'achat de la voiture, t'as la participation qui coûte 3 000 €. Donc déjà, il faut trouver... Ah, la participation est payante? Et bien sûr, parce que c'est eux, enfin, ils gèrent quand même beaucoup de choses. Tu as des mécanos dans le désert qui sont avec toi, tu as une Ouais, organisation, tu as des repas, tu as des chambres d'hôtel à l'arrivée à Marrakech à la toute fin. Donc tu as 3 000 € ça. Et après, tu as des dépenses à toi. Parce que de faire Biarritz à Marrakech, il y a de l'essence, il y a du péage, il faut manger, il faut dormir. Donc nous, je crois que le budget global, on était sur du 13 000, 14 000 €. Ah waouh. Donc la voiture, on l'avait achetée perso. Les sous, nous, on les a repris quand on l'a vendu. Et le reste, on s'est fait financer. Donc on est allé chercher des sponsors. Moi, avec mon petit frère, on est allé... Parce que oui, tu l'as fait avec ton petit frère, avec le 4L. C'est avec mon petit frère qui a 21 ans là maintenant, qui grandit vite. Comme toi, c'est des jeunes. Et donc, on a été chercher dans notre ville, on a été chercher un carrossier, quelqu'un qui fait de la signalétique sur la voiture. Par Ouais. exemple, notre sponsor, il nous a pas donné d'argent, celui-là. Il s'appelle Gilbert Signalétique. Il nous a fait tous les logos sur la voiture, sans nous Ok. donner d'argent. Du coup, c'est soit t'allais chercher des gens pour de l'argent, soit un besoin. Par exemple, il y a une autre boîte qui nous avait fait la galerie de toit. C'est là où on avait foutu les roues et les tapis de désensablage. Et donc, tu allais chercher des sponsors. Et pour moi, c'était une vraie aventure entrepreneuriale. Parce que tu as un projet, tu portes, il faut aller le pitcher devant des gens, il faut leur dire je veux faire ça, et donne-moi de l'argent s'il te plaît. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que quand Et on tu le pense, rapportes rien, c'est ça que je dis. Oui. En soi, tu le rapportes rien à part un beau geste, un don à une asso, mais la pub dans le désert de Merzouga sur leur logo, je suis pas sûr que ça convertisse beaucoup. 3-4 Voilà. Ça convertit bergers pas qui beaucoup. regardent. C'est ça. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est que souvent on pense aventure entrepreneuriale en termes d'opportunités de marché, de cash, de revenus, coûts, etc. Faut faire du chiffre. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est souvent, mais c'est le mindset actuel. Enfin, c'est vraiment comment faire le plus d'argent, le plus Devenir rapidement millionnaire à possible. 21 ans. C'est ça. ça, on va essayer. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que ça peut être aussi pour des causes vertueuses, Bien sûr. des projets entrepreneuriaux, mais surtout caritatifs. Ah bien sûr, surtout qu'on a ouvert une association. Et ouvrir une association en France, c'est pas si facile. Ouais. Il faut un compte association, il faut pas faire de bêtises avec les fonds, il faut prouver la véracité de tous les fonds. Donc c'est un vrai taf. Et d'ailleurs, tous les gens qui nous écoutent, je conseillerais de faire ce 4L Trophy. Nous, on l'a fait avec un budget qui était assez conséquent. Il y a moyen de le faire pour beaucoup moins cher. Nous, on a acheté une 4L qui était hyper saine, on n'a pas trop retapé. Il y a des gars avec qui j'ai fait et qui sont devenus des bons potes qui l'ont fait pour beaucoup moins cher. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. C'est jusqu'à 28 ans. Il y a une limite d'âge, ouais, c'est ça. C'est jusqu'à 28 ans. 28 ans, mais si tu as une personne qui a 28 et l'autre qui a plus, tu peux faire une dérogation pour pouvoir le faire. Ok. Ok. Tu pourrais le faire avec ton papa notamment. Donc s'il y a des gens qui veulent le faire, Papa, n'hésitez, si- voilà, n'hésitez vraiment pas. Dormir dans la 4L, elle va se régaler. Ouais, il va se Le régaler. rêve.
Mais c'est vraiment, humainement, c'est trop bien. Tu vois des super paysages, donc vraiment super aventure. Bête d'expérience. C'était quoi ton meilleur moment du 4L Trophy? Je pense que il y a un moment où tu es tout seul dans le désert, avec ta voiture. Et nous, on roulait, on mettra peut-être quelques images, on verra. On roulait tout seul dans le désert, avec rien, mais vraiment rien. Et là, tu te dis, ok, c'est assez... Ça fait bizarre, tu te dis, putain, il n'y a vraiment rien. En France, tu te rends pas compte de quand il y a rien. Là, il y a vraiment rien. Et on est tombé en panne. Et putain, la galère, on a dû changer une pièce et tout. Donc, ouais, non, je pense que c'est un des moments que j'ai préférés. Même, on s'est arrêté et on a écouté le silence. Et c'était dingue. On s'est arrêté, on s'est dit, regarde, là, on est dans le désert. On a fait Biarritz, donc la France, Maroc en 4L. Déjà, on n'est pas mort. C'est déjà bien, parce que la 4L, c'est pas facile. Et d'écouter le silence, c'était dingue. Vraiment super expérience. C'est fou. Incroyable. Et d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous pour les 30 ans. Là, ce sera vraiment la folie. Ce sera vraiment dingue. Je crois qu'ils sont presque 1500 voitures. Wow. J'y serai peut-être. J'aurai encore l'âge. J'espère. Hein. Suivez l'aventure de Tom, un épisode spécial 4L Trophy. J'espère. Non, mais on parle du 4L Trophy, mais il y a un truc que tu nous as pas dit. En plus de le faire, tu t'es rajouté une petite complexité. Ah oui. T'as pas roulé au gasoil, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas roulé au gasoil. Nous, on a fait un truc qui s'appelle le 4L Lab. Donc, c'est un petit laboratoire où toutes les 4L un peu innovantes, elles vont rentrer dedans. Et nous, on a roulé à l'éthanol. Donc, il faut faire une petite configuration dans le moteur, changer un gicleur, c'est ce qui envoie l'essence dans le carburateur, pour pouvoir passer à l'éthanol. Et la voiture, elle roule plus vert que ce qu'il en est. Il faut être très honnête aussi, on a roulé à l'éthanol sur ce qu'on a pu. Dans le désert, il n'y avait pas d'éthanol. Ouais. D'accord, donc on est repassé à l'essence. Par contre, tout le reste, toute notre descente, on a essayé de le faire le plus possible à l'éthanol. Et donc, de faire perdurer ce 4L Trophy, parce que c'est quand même, écologiquement, ça peut être un problème. Ouais. Et nous, on essaye, et notamment avec le 4L Lab, de faire en sorte que ça puisse être le plus vert possible. C'est vraiment une aventure hyper alignée. Enfin, tu vois, que ce soit socialement, c'est vrai que tu apportes énormément de choses. En termes d'écologie, c'est fou aussi. Puis juste en termes d'aventure entrepreneuriale humaine, c'est dingue, Ouais, quoi. carrément. Et puis surtout que tu rencontres des gens que tu n'aurais pas rencontrés de base. Je me suis fait des potes, ils venaient du fin fond du Lot-et-Garonne. Il y en a un qui était conducteur de poids lourd et l'autre qui était conducteur de tracteur. C'est des gens que j'aurais pas rencontrés comme ça. Là, dans les milieux dans lesquels on est, à HEC, je les aurais pas forcément vus. Par contre, des mecs en or, une aventure de ouf. On se retrouvait le soir, il était 1h, on bricolait la bagnole avec la loupiote. La frontale. En fait, c'est une déconnexion totale et je conseillerais à n'importe quel étudiant de le faire. Enfin, quand je dis étudiant, c'est des gens de 20 à 28 ans, hein, bien sûr, avec le permis. Avec le permis, c'est mieux. Ah oui, parce que sans le permis, c'est compliqué. J'ai loupé mon code 3 fois. Voilà. Si jamais. Je suis peut-être pas prête. Tu seras pas ma copilote. Non, je t'encouragerai. Ok, incroyable. Et j'avais une question aussi là-dessus. On parle souvent de ce truc en entrepreneuriat, de comment passer de 0 à 1. Toi, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu as vu cette vidéo, je crois, d'Amixem qui parlait du 4L Trophy et le moment où en fait tu t'es dit ok, je vais lever des fonds pour ça, je vais avoir la voiture, je vais me mettre à fond dans cette aventure? Le 0-1, en vrai, on l'a pas dit, mais t'as bien l'info, t'as bien travaillé. J'ai voulu faire ce truc-là avec une vidéo d'Amixem parce que j'ai vu que c'était trop bien. Et il a raconté super aventure. Et depuis, d'ailleurs, il est parrain de l'assaut depuis des années. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que ça grossit autant. Le 0-1, je pense qu'il a été de dire à mon petit frère, vas-y, viens, on le fait. Il m'a dit, chaud. Et là, on est parti. Pas dur à convaincre. C'était pas dur à convaincre du tout. Putain, je m'attendais à un bête de storytelling. Non, même pas. Chaud, ok, fin d'histoire. C'était ça. Mais après, c'était si facile. et c'est là où le 0-1 il s'est effectué, c'est que le 0-1 pour moi n'était pas du fait que je réponde chaud, c'était faire tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Et on n'a pas su comment partir. Donc on a regardé plein de vidéos, on a regardé des blogs de mecs qui l'avaient fait, qui expliquaient comment est-ce que c'est. Parce que tu as quand même beaucoup de papiers, il faut créer une asso, il faut acheter une voiture, il faut faire en sorte que la voiture elle passe au contrôle, parce que tu as un contrôle à Biarritz pour vérifier qu'elle n'ait pas de soucis. Donc il y a vraiment beaucoup d'orgas, il y a beaucoup de papiers à avoir, beaucoup de choses obligatoires. Donc c'est vraiment, je vais pas dire que c'est comme monter une boîte, mais c'est pas loin. Tu montes une asso et tu pars avec un projet. Okay. Donc le 0-1, ouais, il était vraiment sur ce truc de, je lui ai proposé, quelqu'un m'a dit qu'il était chaud, et le fait qu'il m'ait dit qu'il était chaud, ça nous a fait monter tous les deux. Tu te rappelles de ton premier sponsor ? Comment t'es allé le chercher ? Est-ce que tu vas, à ce moment-là, toquer à des portes ? Est-ce que tu envoies des mails ? Ça se passe comment ? Je crois que, alors nous on a, parce que moi j'habite près de Fontainebleau et on a un petit club automobile autour de notre ville, et le premier truc qu'on a fait, c'est on est allé à une tablée qu'ils font tous les jeudis de tous les mois, et je suis allé parler avec les entreprises de là-bas, j'ai fait un petit pitch, je leur ai dit voilà, nous notre objectif c'est ça, on veut récolter tant, et j'ai eu, d'ailleurs c'est là où un des premiers est venu, c'est le mec qui fait la signalétique,
qui a posé tous les logos sur la voiture, qui m'a dit écoute, moi je peux pas donner d'argent, par contre si tu veux, tous tes sponsors à la fin, je le fais les logos et on pose sur ta voiture. Donc ça m'a fait une super connexion, j'étais trop content de l'avoir fait. Et après un peu de démarchage dans le réseau, forcément, avec les parents, avec les amis, et au global, même on allait chercher partout, tu vois, dans notre petite ville, on est même allé voir le boulanger, la coiffeuse, qu'on donnait un peu. Et puis après des proches, on a fait une cagnotte aussi pour les proches qui voulaient nous aider. Une cagnotte litchi, un truc comme ça, crowdfunding. Un petit hello asso, et puis on a mis après sur leur voiture, je mettrai une photo, mais il y a tous les noms de tous les gens qui ont participé. Ah, c'est dingue. Donc voilà, c'était un Trop cool. petit hommage. C'est ça, en fait, c'est que tu commences un peu manuellement à la bonne franquette, en allant voir le boulanger et machin. Et en fait, tu finis à avoir levé combien 20, non, 17 moins. Ouais, non, moins. Parce que la voiture, on l'avait achetée nous et on avait levé donc 7000 ou 8000 Ouais, euros. donc quand même dingue. Mais ça fait de l'argent, ouais. Ouais, bien sûr. Mais donc, ouais, c'est une super expérience. Et vraiment, je le redis, mais je conseille à tout le monde de le faire. Trop bien. Donc on a parlé de tes 2 premières aventures entrepreneuriales. On a une 3e sur l'IA émotionnelle. Ouais, carrément. Qu'on aimerait aborder. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Carrément. L'année dernière, donc j'étais dans une école qui s'appelle Ethique, en 5e année de master. Et on nous a dit, faites un projet avec de l'IA et avec un truc insatiable. Donc insatiable, l'éducation, l'écologie, la nourriture et tout ça. Et nous, on s'est dit, les gars, venez, on fait un truc un peu rigolo. Donc on a commencé dans l'érotisme. Dans l'érotisme et dans le côté IA émotionnel. Donc on a monté un projet, on a fait ça pendant 1 an à l'école. Et à la fin, quand on est arrivé au pitch de fin d'année, on avait 1000 personnes inscrites. Wow. Donc on s'est dit, on va peut-être continuer. Donc là, on a fait ce projet-là avec des copains de l'école et on bosse toujours dessus. Et ça commence à ouvrir des portes, ça commence à fonctionner. On a 3000 personnes qui sont inscrites maintenant sur le site. Donc ça commence à bien fonctionner. Et on est très contents. Vous êtes combien dans le projet ? On est 5. Est-ce que l'érotisme, ça vient parce que vous êtes 5 gars en école d'info ? Il y avait une fille, tu m'as dit. Il y a une fille un temps dans le projet d'école qui ensuite est partie du projet. Mais ouais, non, en vrai, il y a un peu de ça. Et puis de base, c'était un peu une blague. Ouais. Mais quand on a vu que ça prenait un peu, on s'est dit, on va peut-être continuer. Dès qu'il y avait une première traction, vous vous êtes dit, on peut pousser. Carrément. Puis c'est fou, les projets de classe, on les ignore, on les sous-estime un peu en disant voilà, ça va s'arrêter à la porte de l'école et puis rien de plus. Et comme quoi, en fait, 1 an après, j'imagine, un peu moins. Ouais, 1 an après. 1 an après, t'as 3000 inscrits. Bon, je sais pas si on peut vraiment parler de revenus, mais est-ce que dans les grandes lignes, ce serait assez pour, je sais pas, payer 1 an de master HEC par exemple ? Ah oui, ça pourrait largement le faire, typiquement. Mais ouais, non, c'est une bonne. Et je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, c'est négligez pas les projets d'école. De belles idées peuvent émerger de là. Et surtout, poussez-les pour que ça sorte de l'école. Après 17h, faut pas arrêter de travailler dessus, il faut continuer à le pousser. Et vous êtes avec des gens intelligents et vous pouvez travailler bien en cours. Ouais, c'est ça. Travailler à l'école, en vrai, c'est. Et ça vient de celui qui aimait pas l'école de base. Mais donc, voilà. buvez ses paroles. Ouais. Mais et ça marche. Et nous, on a lancé ça à l'école. Là, pareil, le nouveau projet que je lance avec un gars du master, pareil, c'est un truc d'école de base. On s'est un peu parlé, on s'est catch-up. Au final, on a commencé à faire le truc. Là, on va commencer à aller parler à nos premiers clients. Donc ouais, ne négligez pas les projets ou les idées que vous pouvez avoir avec les gens et les relations humaines qui peuvent créer de belles choses. Moi j'ai une question sur l'IA émotionnelle. Là j'ai entendu récemment, je sais pas si vous avez vu la news, aux US il y a une IA, je crois que je n'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était ChatGPT qui a poussé un ado au suicide. Ouais. Il l'a encouragé à lui dire voilà en fait en vrai mets fin à tes jours, ce qui est affreux. Et ça montre en fait la place plus que préoccupante que peut prendre l'IA, surtout quand elle touche aux émotions. Bien sûr. Je voulais savoir, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça, éthiquement parlant, et en termes de précautions que vous prenez là-dessus. Ouais, carrément. Alors, c'était pas ChatGPT, je crois que c'était AI Character, un truc comme ça. Ah, voilà, exactement. Et c'était avec une histoire de. Je crois que c'était Daenerys, le personnage. Et alors, nous, comment on fait pour ça ? C'est que déjà, on gère toujours le consentement, donc on demande si tout le monde a bien 18 ans. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de trucs qu'on n'ait pas envie d'avoir. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé avec une école de psy où on leur a dit, écoutez, nous, on va monter un truc là-dedans, on veut faire ça bien, on veut faire ça proprement, que ce soit un espace où les gens puissent s'amuser et pas être happés seulement par le système, et puis s'amuser. Donc on leur a dit, voilà, si nous, on a des clients qui ne se sentent pas bien, qu'on détecte que les comportements ne sont pas bons, ils ont l'air de pas bien aller, on leur met un panic button sur lequel ils peuvent aller, et ce panic button les redirigera vers des psys de manière anonyme, où ils pourront parler et expliquer quel est leur problème. Ok. Nous, attends, est-ce que juste on peut, parce que nous on connaît, on en a déjà parlé beaucoup et tout, est-ce qu'on peut expliquer un peu aux gens ce que c'est Sparkles ? Ouais, carrément. Donc en fait c'est un compagnon IA à qui tu vas parler. C'est un Tamagotchi nouvelle génération en fait. Okay. C'est exactement ça. Tu prends la métaphore de tes parents du Tamagotchi, c'est
un compagnon avec qui tu vas parler et qui peut t'envoyer des photos, avec qui tu peux chatter comme un être humain. J'en avais Ok. plein quand j'étais petite, des Tamagotchi. Voilà, c'est le J'ai Tamagotchi. vraiment de grandi nouvelle avec. C'est Bah, ça. lui, c'est quand même le Tamagotchi un petit peu C'est ça. moins de Avec un- 18. C'est ça. Non, donc ok, donc tu chattes avec lui, tu discutes Ouais. et il y a la possibilité de photos, Exactement. vidéos D'échanger, peut-être. quoi, sans doute. Vidéo bientôt, ouais. Donc, Bientôt. Le but, c'est d'échanger comme tu pourrais faire dans une relation normale et de pouvoir partager des choses avec l'IA. Toujours dans un côté safe place de on profite du moment, on n'a pas de gens qui se sentent mal. Dès qu'il y a quelqu'un qui se sent mal, on va essayer de l'accompagner et lui trouver Bien une sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne Ouais, bien niveau business? Est-ce que c'est en termes de tokens? Comment se passe la rémunération? Carrément. Bah, on a, alors nous, sur l'app, on a deux manières de fonctionner. Donc, on a des abonnements. Donc, il y a un freemium où tu peux tester, tu as des crédits, etc. Et tu as un abonnement à 15,99 € par mois. Et de l'autre côté, tu as des crédits. Si tu veux pas t'engager, si tu veux pas être engagé dans le processus, tu achètes des crédits, tu fais des tests, tu t'amuses, et puis après, tu peux repartir tranquillement de l'app. Ok. Un peu, il y a pas mal d'apps qui font ça maintenant aux États-Unis où tu payes des crédits, tu testes le truc. Si tu accroches, là, tu t'abonnes et du coup, tu as plus de crédits. Mais ça te permet de pas être engagé. Et puis ça permet aussi de pas engrainer la personne dans une logique d'addiction. Donc il y a quand même une Bien sûr. vertu. Voilà, bon, on essaie en tout cas de le Morale, faire au ouais. maximum, même si forcément quand tu crées un produit, tu auras forcément une espèce de part d'addiction qui va se créer. Nous, l'idée c'est que ce soit entre guillemets une bonne chose, les gens soient en sécurité, ils fassent leurs choses et ils puissent kiffer sur leur application. Trop bien. Et donc toi, tu as fait une école d'info, donc profil plutôt tech. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes cofondateurs, en quoi Ouais. vous êtes complémentaires, comment tu les as trouvés aussi? Bah, c'est pas compliqué, hein, c'est des copains de l'école. Dans le groupe, il y a 3, peut-être même, je peux dire en vrai 4 tech, parce qu'on a tous fait de la tech. C'est un demi-tech, là. Ouais, c'est ça. Non, mais on a tous fait de la tech. Il y a un gars qui a pris plutôt pôle design maintenant, qui gère toute la DA. UX. Ouais, UX, UI, tous les frameworks, tout en fait, il gère toute la partie design. Il y a un gars qui fait plutôt côté market. Donc, comment est-ce qu'on va communiquer, quels articles de blog on va écrire, etc. Et après, le reste de la team, c'est plutôt côté tech. Et après, on jongle entre les postes. Il y a plutôt un mec qui fait plutôt que du back. Et après, les autres sont plutôt côté hybride. Moi, pareil, je fais un peu de tout ce que... Enfin, dès qu'il y a un front à prendre, on le prend. Back, Et, c'est back-end pour c'est les ça, gens. c'est ça, Ça va être toute l'architecture, C'est ça. des infrastructures C'est les sur serveurs, lesquelles les serveurs et tout. les trucs un peu Ouais. dark. Shady. Les mecs qui ont des capuches dans des caves. C'est ça, ceux qui bouffent des cartes C'est ça. graphiques. Moi, je bouffe des cartes graphiques. Je J'adore ça. rêve. Je pense que c'est mon enfer personnel. Ah bah voilà, tu vois. Je pourrais pas faire Qu'est-ce que ça. c'est une carte graphique? De quoi tu parles? Une carte graphique, ouais. Et ouais, non, du coup, super expérience. Et c'est trop cool de faire ça avec des copains. Même si ça peut toujours être compliqué, mais c'est trop cool de le faire. Et pour l'instant, ça roule bien et ça roule dans le bon sens. Du coup, une activité que tu continues en même temps que le master. Écoute, ouais, on essaie de continuer. J'essaie de donner le temps que je peux donner dessus. Parce qu'on a quand même bien pris au master, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ouais, pour l'instant, en side business. Et puis peut-être que si ça devient beaucoup plus gros, ce sera le main business. Ouais. Trop bien. Et dans l'intro aussi, tu nous as parlé du coup d'encore un business, Ouais. ton jeune âge, 23 ans, sur les GEO, Ouais, donc les systèmes de recommandation GPT. exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer, mais vraiment comme si tu expliquais à un enfant de 3 ans et demi, de quoi il Ouais, s'agit? bien sûr. Bah, comme un enfant de 3 ans et demi, un enfant de 3 ans et demi, il va pas Un aller peu sur plus, Internet. 7, je dirais. Bon, Euh, peut-être 10. Voilà, on va dire qu'il a 10 ans, qui va sur Internet, qui tape où est-ce que je peux faire toiletter mon chien dans le 5e. Ok. Aujourd'hui, il le fait sur Google. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, il le faisait sur Google et il trouvait des liens. Et l'indexation des liens s'appelle du SEO. Donc, c'est Search Engine Optimization. C'est se dire, en gros, quand on tape un truc qui est corrélé à moi, c'est moi en premier. Donc, à l'époque, on faisait ça sur Google. Et maintenant, le SEO, on sait bien que c'est plus compliqué. Maintenant, c'est le GEO. Parce que quand tu poses une question, tu demandes à ChatGPT, à Mistral, à DeepSeek, tous ces LLM-là. LLM, c'est trop compliqué comme mot. Tous ces langages de données sur lesquels tu peux avoir des réponses. Tu poses la question à ChatGPT et nous, notre but avec Refine, c'est de faire monter le plus haut possible en fonction de ta requête. Donc ta requête salon de toiletteur dans le 5e. Nous, c'est de te faire monter le plus haut possible dans ChatGPT, par exemple. Donc en fait, intérêt énorme pour les marques Toutes qui les ont marques, envie d'être la première recommandation quand tu tapes salon de toilettage pour chien bien sûr. dans le 6, Carrément. 5e. Et d'ailleurs, c'est corrélé parce que je commence à utiliser Refine et faire mes tests sur des boîtes que j'ai montées avant pour voir la présence sur Internet. Énorme. Donc et d'ailleurs, même le podcast, on pourra le mettre sur notre site. Si tu veux faire des tests sur Pitch Me If You Can, on pourra donner des crédits tu peux y gratos. aller. N'hésite pas à tester, vraiment n'hésite pas. Trop bien. Mais du coup, il y a quand même, je suppose, des boîtes qui vont avoir plus d'intérêt, qui vont avoir des clients qui vont plus aller taper sur... Enfin, je pense qu'il y a quand même pas tant de gens que ça qui vont chercher des salons de toiletteurs sur ChatGPT. Ça y viendra. En Ça fait, y viendra. ça, pour moi, c'est
je pense que c'est assez précurseur, je dis pas qu'on est précurseur nous, mais c'est précurseur de se dire, on bosse sur ça, parce qu'il y a plein de boîtes qui ont réfléchi au budget de 2026 et qui ont commencé à mettre de l'argent sur trouver des solutions pour être ranké là-dessus. Parce que tu es d'accord avec moi, maintenant, quand tu fais une recherche, même si c'est pas pour le toiletteur, il y a beaucoup de recherches que tu fais sur ChatGPT. Clairement. Imaginons que le micro il marche plus, on va dire le zoom PodTrack Ce T4, qui nous est arrivé voilà, il y a 10 ce qui nous est minutes. arrivé il y a 10 minutes. Comment est-ce que ça marche et où est-ce qu'on fait les choses? Et bien là, si toi tu es bien ranké, ce sera ton lien. Donc ça t'arrange, c'est du commercial, ça va faire venir les gens chez toi. Donc il y aura un intérêt pour tout. La métaphore du salon de toilettage, c'est pour les enfants de 10 ans, mais toi par exemple, tu vas dire ah bah tiens, je veux acheter un nouvel ordi. Alors, quel est le meilleur nouvel ordi pour faire du montage, l'édition vidéo et lancer mon podcast? Et bah, ton idée, c'est que toi, si tu vends des ordis pour les podcasts, tu sois en premier sur les search. Ouais. Donc, c'est l'idée carrément et ça va venir de plus en plus global et je pense que le SEO va mourir au fur et à mesure. Le SEO est mort. Voilà, le SEO est mort. Trop bien. Et cette idée, t'aimerais l'amener à Berkeley? Carrément, on aimerait l'amener à Berkeley, on aimerait même aller voir Etiti et YC, leur dire voilà les gars, notre projet il est cool, on a une team cool et on va faire de grandes choses et on veut vraiment, en fait je pense qu'on a envie que ce soit gros, vraiment très gros parce que ce sera un marché qui est énorme, il y a un marché qui s'ouvre et qui est... En fait je pense qu'on n'a pas encore conscience du marché qui va s'ouvrir là-dessus. Ouais. Et il y a déjà des boîtes qui le font, il y a forcément des concurrents parce qu'on n'est pas tête baissée dans ça, il y a des concurrents qui lèvent des fonds, qui ont des beaux projets, qui ont des grosses équipes et qui bossent bien. Donc nous on veut vraiment faire un truc encore mieux et on va essayer de le faire encore mieux. Trop bien. Et YC, juste pour les gens qui savent pas ce que c'est le plus gros incubateur de start-up du monde qui a vu sortir notamment Airbnb, Stripe. Stripe. Beaucoup, Voilà. en vrai beaucoup. Énormément de... Ouais. En fait, tous les plus gros business du monde, enfin presque tous j'imagine, sont sortis de YC. Donc voilà, ce serait génial si dans un an on revient te voir et tu nous dis bah les gars, je suis à YC. On espère à San Ce serait Francisco. dingue. Le rêve. On fera la V2 à San Francisco. Génial. Écoute, jusqu'à maintenant, ton CV est idéal. Tu as un track record de fou dans plein de domaines. Tu as lancé énormément de business qui ont l'air de bien fonctionner, qui ont généré du revenu, etc. On est aussi là pour parler de la dark side Bah ouais, forcément. des échecs, des moments de doute, et des aventures qui n'ont pas forcément marché. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans une de ces aventures où tu t'es dit, en fait, là, pas du tout, enfin, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule, de faire quelque chose qui n'a pas de sens, ou j'ai plus d'énergie pour le faire. Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment de démotivation réelle qui t'a fait te remettre en question et peut-être perdre pied à un moment? Ouais, en vrai, il y en a eu plein. Notamment sur Sparkles, on en a eu parce que c'est un business qui est compliqué, qui touche à côté adulte, notamment. Alors, c'est pas obligé d'avoir du contenu pour adultes, mais tu en fais. Et quand tu fais du contenu pour adultes, tu ne peux pas t'accepter par Stripe, par exemple, qui est un processeur de paiement. Les banques te font pas confiance. Tu peux pas faire de pub sur les réseaux sociaux, sur certains trucs. Donc, ça nous a vraiment mis dans le mal et on a vraiment eu du mal à créer notre audience, à tout ça. Et il y a un moment où je me suis dit, ouais, je pense que je vais arrêter. C'est trop dur. C'est trop dur. Il faut trop de fonds, il faut trop de contacts. Au final, on a persévéré et ça fonctionne maintenant. Mais vraiment gros down et tout le monde s'est dit, merde, c'est compliqué, on va pas y arriver. Et pareil, parce que j'ai parlé un peu d'Overcop, donc on a fait 80 000 € de CA en 3 mois. 2 mois après, la boîte a été fermée. Oh, wow. Parce que le marché, il s'est écroulé. Parce qu'en fait, les fournisseurs de basket, donc Nike, Adidas, ils envoyaient beaucoup plus de stock. Et nous, on n'avait aucun intérêt à vendre des paires plus chères qu'eux ne les vendaient. Parce qu'en fait, on surfait sur une bulle qui était, en gros, les fournisseurs, ils mettent 10 paires. Sauf qu'il y a 100 personnes qui les veulent. Donc les gens, ils sont prêts à payer plus. Là, le jour où ils ont mis beaucoup plus de paires, on était emmerdés, on ne pouvait plus les vendre. Donc on a arrêté l'aventure. Et je pense qu'on l'a un petit peu mal vécu de se dire, putain, on s'est fait chier. En vrai, à 3 mois à taffer sur le truc. On a été chercher plein de paires, on a développé un site, on a développé une application, on avait un compte Instagram, on avait 10 000 abonnés, on s'était fait chier à faire tout ça, un TikTok. Et je pense que ça nous a mis vraiment mal. Et maintenant, super bonne expérience, on a appris plein de trucs, on a parlé avec des gens hyper intéressants. Donc je pense que c'est que des bonnes choses de prendre des échecs, tant que tu arrives à remonter plus haut. Et ça en était un gros, notamment avec Overcop, que ça s'arrête. Mais on est aujourd'hui encore plus content, mon pote il fait plein d'autres trucs. Donc c'est une hyper bonne chose. Comment tu fais à chaud quand du coup ça doit être 3 mois super intenses, t'es à fond, tu génères à 21, 22 ans, quand tu fais 80 000 balles, c'est quand même énorme. Et là d'un coup tout s'arrête, c'est un peu, on te retire la sucette. Ah, tu pleures.
Comment ça se passe? Comment ça se passe? On en a parlé avec Victor, qui était l'associé de cette boîte-là. Et on s'est dit, bah écoute, compliqué le marché. Et en fait, on a bien fait parce qu'on a fermé. Et après, on avait plein d'autres grosses boîtes qui étaient beaucoup plus grosses que nous qui ont fermé. Je citerai pas de nom, mais on les a vus tomber. Donc, le marché, c'était le moment de s'arrêter. On s'est arrêté au bon moment. C'était super dur parce que on avait pris une stagiaire en marketing qu'on avait accompagnée. On avait un gars qui bossait avec nous sur le côté dev, un gars qui bossait avec nous sur le côté sourcing. Et donc, quand on a dû dire à tout le monde on arrête, c'était vraiment, vraiment compliqué. C'est peut-être ça le plus dur d'ailleurs. C'est le côté humain. De lâcher tous ces gens qui ont fait partie de l'aventure avec toi. Bien sûr. Bah, parce que toi, en fait, c'est pas grave, tu vas continuer. Eux, peut-être que c'était aussi leur projet. Donc, ouais, sur le moment, c'est dur. Mais on a passé des super moments. On avait fait un resto avec l'équipe, c'était trop, trop cool. On s'était vu en vrai. Parce qu'en fait, toujours, on prend des gens qui habitent loin, mais il y a un mec qui était dans le sud de la France, un autre qui était à Lyon. Donc, on essaie de se retrouver, c'était de créer des moments. Mais c'est vrai que le moment où tu te dis, OK, merde, toute cette aventure va s'arrêter, humainement, c'est un peu compliqué. Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce qui t'a donné ensuite la force de remonter un business en disant, mais en fait, là, c'est super dur, je suis pas bien, je pleure dans mon lit. Est-ce que tu penses que c'est un peu une sorte de fougue intérieure qui dit, en fait, j'ai besoin de créer? 100%. Ou alors tu te fais violence un peu? Non, 100%, je me fais pas violence. Si j'ai l'impression de me faire violence quand je fais un truc, j'arrête. En vrai. Si je sens que ça va pas m'apporter, je vais arrêter. Par contre, je peux me faire violence pour un truc où je sais que ça va m'apporter. Et je crois, donc Overcome, ça s'est arrêté. Après, j'ai continué à faire un peu des sites internet. Et après, le projet Sparkle s'est venu sur la table. On a commencé à bosser dessus et on a senti l'engouement et donc ça nous a donné envie. Moi, ce qui me drive, c'est se dire que quelqu'un paye pour un truc que tu fais. Je trouve que c'est dingue. En termes de sensations et d'excitation, tu peux pas avoir mieux. La première notif Shopify, le premier paiement Stripe, le premier mail reçu pour dire que ton client il est content, je pense que c'est mon drive au global, au quotidien. Donc aucune peine à recommencer. Et là, si les deux projets actuels se pètent la gueule, il y en aura encore d'autres. Donc toi, tu as prévu d'entreprendre toute ta vie là, c'est parti. Bah, je pense, hein, c'est aussi le cocon familial qui fait ça. Mon papa, il est entrepreneur, mon grand-père avant aussi. Je pense que c'est... alors c'est les entrepreneurs plus vieille France. Mon père, il monte une boîte et il en montera peut-être pas 10. Enfin, je le souhaite. Hein. Mais c'est pas... Voilà, lui, il veut plutôt long train. Moi, je suis plutôt un truc du style... tu tentes un marché, tu as une opportunité. Si tu peux la prendre, tu grimpes dans le train. Et puis, si à un moment, il faut sortir du train, il faut sortir du train. Donc ouais... au global, une vie d'entrepreneur, entre guillemets, même si ça fait pas rêver. Si t'es rapidement, si ça se casse la gueule, tu retentes. Exactement. D'autres choses. Et ouais, et je pense que c'est un peu aussi notre nouvelle génération d'entrepreneurs. Ouais. J'ai envie de dire, en fait, tu fais plein de petits projets, tu fais tes armes, tu lances. Alors qu'à l'époque de nos parents, c'était un peu... Et puis c'est beaucoup si plus tu facile. montes une boîte, bah, ce sera la boîte de ta vie, quoi. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, c'est encore t'as plus facile. Ouais, C'est c'est pour ça, ça. t'as 23 ans, t'as déjà monté 3 boîtes. Voilà, maintenant c'est facile. Enfin, tout est beaucoup plus rapide. Tu peux monter une boîte facilement. Enfin, tu peux faire. Si tu prends un Stripe avec Atlas, avec 500 balles, tu montes une boîte aux États-Unis, tu peux commencer à commercialiser. Avec l'IA, tu fais des sites super rapidement. Avec l'IA, tu fais des apps super rapidement. Tu fais des Figma, des présentations. Tout ce qui prenait du temps avant, en prend beaucoup moins. Donc maintenant, on peut beaucoup plus se focus sur l'idée plutôt que sur la manière de faire. À l'époque, par exemple, il y a 10 ans, je voudrais monter une app. Il faudrait que je paye déjà l'app. Là, maintenant, je peux monter un petit MVP un peu cassé pour aller pitcher, etc. C'est beaucoup plus facile de pousser les idées que vraiment le côté tech. Ouais. Et puis toi, t'es tech, tu sais faire, t'as déjà monté des sites et tout. Mais aujourd'hui, même pour les gens qui ont aucune expérience, nous par exemple, c'est vrai que Lovable, ça va super vite. Par exemple, ouais. T'as plein d'autres manières d'en fait faire des MVP. Super rapidement. Et présenter le truc, et si quelqu'un accroche, là, tu donnes 2 semaines et tu itères encore plus dessus et tu vends un vrai produit. Ça, c'est qu'on est beaucoup plus agile. En fait, à la fois, c'est plus facile de monter une boîte, donc, mais aussi plus difficile de se différencier. Ah, ça, c'est sûr. 100%. Mais après, en fait, c'est un peu genre fail fast c'est et ça. ensuite recommence. Ouais, c'est ça. Il faut répéter à fond, itérer, tenter, toujours tenter. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on apprend en master. Faire les interviews utilisateurs, ça nous donne tellement d'insights sur ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. C'est dingue. Et c'est ça qui est trop cool, c'est trouver un problème que les gens ont, leur proposer une solution et qu'ils soient même presque contents de payer pour ce que tu fais. Je pense que ça peut pas... Enfin, moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux. Ouais. Parce que du coup, là, on a parlé de 3 boîtes qui ont marché, plus ou moins. Est-ce que tu as d'autres petits projets, des boîtes que tu as fait qui ont jamais vu le jour, qui ont jamais existé parce que trop de galères, pas de marché? Il y a un Notion complet sur l'ordi de petites idées qui n'ont pas marché et je vais t'en prendre une. À l'époque, il y a
2-3 ans, j'ai eu une idée qui s'appelait Luggage App. Donc en fait, le concept, c'était de dire, pour les gens qui partent en voyage et qui ont un avion à 16h, qui rendent leur chambre le matin à midi, ils ont les valises toute la journée, ça les fait chier. Et moi, ce que je voulais faire, c'était des lockers où tu mets tes valises. Et en fait, dans l'hôtel, un Uber ou un taxi qui partait avec des clients à l'aéroport, récupérait tes valises et tes affaires, les amener à l'aéroport, toi tu passais ta journée, et ensuite tu pouvais aller à l'aéroport sans les valises. Donc ça permettait de gagner du temps. Au final, je me suis fait défoncer, parce que personne n'accrochait à l'idée. Moi, je trouvais ça bien pour moi. En vrai, il y a des gens qui avaient ce problème-là, mais il y a des services qui le faisaient déjà. Et c'était une clientèle qui était peut-être trop haut de gamme, et ces gens-là, ils utilisaient des voituriers, tout simplement. Ils posaient le matin dans un van, c'était ramené à l'aéroport, et ils se faisaient pas chier. Donc je pense que c'était mon approche qui n'était pas la bonne, et je pense que j'ai une bonne idée dans ma tête, mais l'idée dans ma tête, c'est pas ce que les gens ils veulent. Ouais. Donc là, j'ai un peu présenté le truc, j'ai fait le landing page. Les gens n'ont pas trop accroché, ou alors ils m'ont dit oui, mais ils seront jamais prêts à payer. Donc je pense que ça, c'était vraiment compliqué. Et après, en vrai, j'en ai eu plein d'autres, des idées qui n'ont pas fonctionné, des petits sites que j'ai lancés qui n'ont pas marché. Pendant un temps, j'ai essayé... je faisais des sites comment expliquer, en one click. Tu avais un besoin et je te générais ton site. Et en fait, les gens, ils voulaient pas ça parce qu'ils voulaient un humain derrière. Moi, je veux ça. Ouais, mais oui, toi, tu peux vouloir ça. Mais en tout cas, moi, dans ce que je faisais à l'époque, c'était en gros de dire, voilà, j'ai fait chez ton concurrent, je te fais la même chose. Sauf que les gens, ils voulaient le côté personnalisé, etc. Et je pense que j'ai pas vraiment vu l'opportunité, j'aurais peut-être pu le tourner. Et j'ai arrêté parce que c'était trop chronophage. Tu peux pas faire ça en 2 blocs en disant one click, on vous sort un MVP ou un site qui fonctionne à peu près. Et puis ensuite, je t'appelle, on personnalise ça. Si, il aurait fallu faire ça. Mais j'avoue que ça m'a un peu down de me dire, ok, les gens, ils veulent pas mon truc, je vais changer. T'étais un peu bougon, quoi. Ouais, c'est ça, un peu bougon. Trop bien. On peut peut-être passer à notre partie du podcast qui est les questions rapides, réponses rapides. Questions rapides, réponses rapides. Carrément. En gros, je te pose des questions, tu me réponds du tac au tac. On va essayer. Hein. Et ça, on va. Est-ce qu'on fait une ou je Vas-y, je t'en prie. Ok, Robin, est-ce que tu peux me dire une chose vraie sur toi ? Je suis grand. Une chose pas vraie sur toi ? Je suis petit. Une de tes capacités exceptionnelles ? L'humain. Ce que tu aimerais que tes amis disent sur toi ? Que je suis quelqu'un de bien, gentil et affectif. La folie qui a changé ta vie ? La folie qui a changé ma vie, je pense que c'est l'entrepreneuriat en vrai. Ce qui te réjouit le plus dans la vie ? C'est que ce que je fasse, les gens l'apprécient, l'aiment et soient prêts à payer pour le faire, pour l'utiliser. Est-ce que tu as peur de la mort ? Non. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi ? Des souvenirs, beaucoup de souvenirs. J'adore les souvenirs, j'adore les voyages et j'adore le fait que tu travailles pour en créer. Qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus dans ta vie ? De plus, plus de sport, je dirais, parce qu'on passe beaucoup de temps à taffer, donc plus de santé et être encore plus... toujours sur les ordis. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans ton frigo ? Toujours dans mon frigo, qu'est-ce qu'il y a ? En vrai, c'est dégueulasse, mais du fusti. Oh là là ! Et quel est le meilleur conseil que tu as reçu ? Meilleur conseil, mon père il m'a dit de jamais abandonner. Même si ça marche pas une fois, fais-le 100, 400, 500 et ça marchera un jour. Si tu y crois, ça marchera un jour. Conseil du papa. Ouais, c'est toujours. Incroyable. Grosse figure paternelle. T'as pas peur de la mort ? Ok. Non, en vrai non. Moi j'ai toujours eu l'impression que j'allais mourir jeune, donc je me dis profite de tout ce que tu peux prendre. Touche vraiment du bois. Ouais, touchons du bois. Mais l'idée, c'est j'ai pas peur de la mort, ça va arriver un jour, quoi qu'il arrive. Il faut faire le max des trucs, il faut que tu fasses le max d'expériences, que tu crées le plus de choses, que tu rendes les gens heureux, que tu aides les gens, enfin en dépendant de ton mantra, et profiter au max. Donc ouais, vraiment pas peur. Si ça s'arrête demain, je serais content de ce que j'ai fait. Trop bien. C'est un peu lugubre, ouais, mais bon. J'ai 2 autres questions là à te poser. La première, c'est quelles ressources tu conseillerais à nos auditeurs si tu pensais au toi de quand tu avais 18 ans, quelles ressources t'aurais aimé connaître avant de te lancer et qui t'auraient vraiment aidé ? Moi, je trouve qu'on prend trop YouTube comme du divertissement, alors que c'est une énorme mine d'or. Je vais parler à mes techs, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Fireship. Dès qu'il y a un truc qui sort sur la tech, c'est génial. Et n'importe quel milieu, en vrai, tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre gratos sur Internet. Pour moi, il n'y a pas de bonne bibliothèque où il y a tout. Je te dirais de faire tes recherches, de faire des bonnes... Parce que c'est ça aussi qui est important. Si tu fais une bonne requête à Google, tu auras des bons résultats. Si tu fais une requête merdique, tu auras des réponses merdiques. Donc vraiment, en fonction de la niche que tu veux, on va dire... si demain, je voulais apprendre à designer des t-shirts,
je dirais YouTube, je dirais des forums, des blogs, des mecs qui se sont cassés la gueule. Pourquoi est-ce qu'ils se sont cassés la gueule? Reddit, très très fort, YouTube. Et pour moi, il n'y a pas une ressource magique. Par contre, c'est comment tu vas le chercher et ce que tu vas aller chercher qui est vraiment important. Ok. Donc utiliser Internet non pas comme un objet de divertissement, mais d'apprentissage aussi. Voilà, et pour moi, c'est toujours une bonne chose. Après, moi, je lis beaucoup moins. J'essaie d'écouter des podcasts. C'est un petit shout-out. Mais je lis beaucoup moins, mais les livres aussi très cool. J'ai lu des livres qui étaient vraiment magnifiques sur plein d'aspects, du perso comme de l'entrepreneuriat. Donc beaucoup de ressources partout. Et moi, je dirais la plus grosse ressource, c'est parler avec les gens qui savent faire. Ouais. Et parler avec les gens qui savent faire, je pense que tu te rends même pas compte la connaissance qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent t'apporter. Donc il faut toujours faire ça. Si tu as envie de lancer une boîte qui fait des caméras, va voir le mec de chez Sony pour faire des caméras. Voilà. C'est mon gros conseil. Trop bien, hyper utile. Moi, je sais que tu m'as déjà pas mal aidé sur ça depuis un petit moment. Pour tous les gens qui veulent lancer un peu leur projet, leur MVP, leur truc comme ça, est-ce que tu peux nous parler, on a parlé un peu de Lovable, juste donner 2-3 ressources qui sont vachement utiles. Ouais. Je sais que tu es vachement au courant sur les nouveaux outils qui sortent tout le temps et tout, donc 2-3 trucs. Moi, on en avait parlé ensemble et pour moi, il y a un côté, faut passer un peu de temps sur la tech, donc notamment d'ailleurs utiliser Lovable, ça peut carrément vous faire des MVP, des landing pages pour vendre vos idées. Et on avait parlé ensemble parce que tu as une idée, tu as fait ta landing page sur Lovable et après il faut la vendre. Voilà. Après, il faut la vendre. Donc il y a Lovable, il y a avec ChatGPT tu fais beaucoup de choses, avec Cursor, Claude. Claude c'est un peu plus tech, mais il y a beaucoup d'IA qui peuvent te permettre de faire des choses. Et notamment si tu as une idée, tu la développes sur Lovable, tu vas commencer à la pitcher si des gens veulent l'acheter. Ensuite là tu commences à réfléchir comment est-ce que tu vas la créer vraiment. Mais c'est des outils qui sont démentiels en termes de productivité. Un autre à part Lovable? Un autre que je pourrais conseiller, que j'utilise beaucoup, moi j'utilise beaucoup Claude dans tout. Donc Claude pour la rédaction, il est très très fort. Pour le code aussi, il est très très fort. Claude, c'est un peu un concurrent de ChatGPT, on peut dire. C'est ça. C'est Anthropic, c'est un autre labo qui fait des IA et c'est leur modèle à eux qui est très très fort. Il y a Claude Code. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Et après, si vous voulez faire un peu visuel, Google, ils sont très forts aussi. Si vous créez une marque avec des visuels, avec Nano Banana, des choses comme ça, c'est des outils qui sont trop pratiques. Nano Banana, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est flippant. Puis Sora aussi qui arrive. Sora 2, là. Carrément. Sora, c'est flippant aussi. On a vu les vidéos tourner, c'est quelque chose. Ouais. Donc ouais, je dirais beaucoup d'IA. Et après, les outils basiques, moi, je vis pas sans Notion. C'est là-dedans que je mets tout. Et moi, ce que j'aime bien, la ressource, je viens de penser à ça, la ressource que je regarde souvent, c'est Hacker News. Donc c'est un site de YC Combinator où en fait c'est un blog hyper moche où tu as plein d'infos, d'articles qui sortent. Et c'est pas que pour les tech, ça s'appelle Hacker News, mais il y a de tout. J'ai lu un article sur la biologie il y a pas très longtemps. En fait il y a tout et c'est là où moi je sors beaucoup d'informations. Trop bien, moi je note. Bah voilà, tu peux dire. Hacker News. On le mettra dans la bio. Voilà, on mettra dans la bio avec le petit lien référent. Trop bien. Peut-être qu'on peut passer à la question la question signature. À toi, Coco. Dans la lignée du super nom de notre épisode qui s'appelle Pitch Me If You Can, pour notre podcast, on voulait savoir si tu pouvais nous pitcher ta secret sauce. Donc, ce qui fait que tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant, soit ça a marché, soit tu as appris des choses. Est-ce que, voilà, en quelques phrases, tu pourrais nous dire on va essayer. Ce qui fait que ton expérience est si spéciale? Moi, je pense que j'ai un mantra qui est bon, en tout cas, ça a marché. C'est essayer de vendre des choses que les gens veulent. Donc c'est hyper tapine comme ça et tout le monde le sait. Mais c'est vrai. Essayez de trouver une idée, d'en parler aux gens et de vous dire est-ce que ces gens-là seraient vraiment prêts à payer avant de développer un truc. Et ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Et notamment sur Sparkles, là sur Refine, pareil. On crée des waiting lists, on propose l'idée aux gens. S'ils s'inscrivent et qu'on voit qu'il y a l'attraction, alors on montrera ces choses-là. Et pour moi, c'est toujours une bonne chose parce que t'évites de mettre des coûts de développement, t'évites de mettre des coûts humains avant que les gens ils aient compris la solution et que tu aies pu l'expliquer. Et en plus, en expliquant ta solution, tu la comprends même toi-même mieux. Donc c'est le gros conseil, donc je dirais ship fast, donc envoyez le plus de choses que vous pouvez. Et il y a aussi un peu de fake it until you make it, parce que tu vas aller voir un client, tu vas dire oui, on a ça. En vrai, tu les as pas encore. Mais s'il signe pour ça, tu sais que tu vas pouvoir les itérer et les faire. Donc ce seraient mes 2 gros conseils. Trop bien. Génial. Parfait. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir été là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sparkles, des clients? Écoute, Sparkles, allez vous abonner. Cash. Ouais, Refine, pareil, Berkeley, San Francisco, YC peut-être. YC. On va souhaiter tout ça, on va souhaiter tout ce malheur du monde. Ce serait beau.
Et puis du bâton à HEC aussi. Ah putain. C'est peut-être plus difficile que ici, ça. Voilà. Trop bien. Bah, on a été ravis de t'avoir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été notre premier invité. Tu resteras à jamais gravé. Le témoin zéro. Oui. Si vous voulez, je sais t'as un super site. Un super site. Ton nom avec tous ses projets. Donc si vous voulez faire une collaboration, vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller. Sur LinkedIn aussi si vous voulez. Robin.Potigny. Non, c'est robinpotigny.co. Parfait. Ce sera noté aussi dans la bio de l'épisode. Merci beaucoup. Génial. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver évidemment sur Deezer, Spotify, TikTok, enfin vraiment tous les réseaux sociaux. YouTube. Possible et imaginable. Ils sont partout. À jouer en Josas, enfin vraiment partout. Et puis on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de... Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. Allez, des bisous. Ciao.